merci en tout cas à la marque de l'invitation. Ça fait la deuxième en quelques mois. Je suis extrêmement flatté. Et puis je trouve que c'est bravo à la marque d'entretenir la relation entre le monde académique et puis le monde professionnel. Ça permettra de gagner du temps parce que beaucoup des choses qu'on croit découvrir aujourd'hui en fait sont extrêmement vieilles. Vous l'avez vu avec la très belle référence à Kaplan et Norton. Ce sont pour nous des questions absolument dépassées et qui appartiennent à la préhistoire. Voilà. Très clairement, on est... Alors, ce que je vais faire, ça va être très simple. Bon, souvent, on me demande de venir pour provoquer. Ça ne va pas être mon but ici. Hein. Là, je vais reprendre ma casquette. Je suis professeur de sciences de gestion avant tout, même si ma spécialité, c'est le marketing, la relation client, etc. Donc là, je vais m'aider. J'ai cité ici qu'il y a un grand copain. Belle aventure humaine, les copains de 20 ans, alors lui il doit être à 40 ans puisque quand j'étais tout jeune prof, je l'ai eu comme étudiant à l'IESEG à Lille et puis maintenant il est prof comme moi, collègue à l'IAE de Paris et on a pas mal travaillé sur ces sujets-là, lui est comptable, voilà. Et ça fait donc 30 ans que j'ai une relation privilégiée avec un comptable. Il m'a beaucoup aidé. Alors effectivement, tout est dans le thème du cockpit au fétiche, donc je vais commencer par les choses classiques, et puis on va finir par un point de vue beaucoup plus distancié sur les KPI, qui dans certains univers peuvent être l'équivalent de l'enfer. C'est notamment celui de l'université. Alors, bon, bien sûr, il faut mettre les choses en perspective. Les choses en perspective, c'est clairement, quand on parle de KPI, on ne fait pas de marketing. On fait du contrôle de gestion. D'accord ? Et il faut commencer par là. C'est quoi le contrôle de gestion? Alors, on a une vision du contrôle de gestion qui est extrêmement étroite, en général. C'est correction. Voilà. Contrôle de gestion, c'est apporter un correctif quand il y a un écart entre une norme et un KPI. Alors, cette vision-là, c'est la plus petite, la plus étroite des visions qu'on puisse avoir. C'est celle qui est en bas à droite et qui est relative à ce qu'on appelle les systèmes de diagnostic-contrôle. On va en avoir plein en permanence qui monitorent des usines. Les clients sont des machines comme les autres. On regarde leur performance, satisfaction, quel est l'écart avec ce qu'on a, et puis on met des méthodes correctives. Alors bien sûr, ça appartient au domaine opérationnel et pas tellement stratégique. Ça n'a jamais aidé la stratégie d'avoir des KPI. Au-dessus, on a des choses beaucoup plus intéressantes, d'une certaine manière. En fait, le but d'une entreprise, c'est de maintenir son existence, donc maintenir les frontières. Donc il faut éviter tout ce qui ne va pas. Donc le but du contrôle n'est pas de savoir si on a de la performance ou pas, mais de savoir où est-ce qu'on fait mal. Alors typiquement, dans la relation client, c'est le rôle des visites mystères. Une visite mystère ne mesure pas de performance, mais elle permet de détecter là où ça ne fonctionne pas. C'est des checklists, point. C'est un autre système, c'est une autre famille, c'est un autre objectif. On aura bien sûr des systèmes de croyances. Alors ça, c'est vraiment stratégique. Qu'est-ce qu'on pense que le business dit et comment il fonctionne et donc quelle valeur on va mettre en avant dedans. Effectivement, c'est là où on va voir toute la variété de KPI qui ont des sens très différents d'un acteur à l'autre. Si je pense à un Google, aujourd'hui Google, il y a une seule KPI qui les intéresse, un seul KPI qui les intéresse, c'est la latence. Voilà. Il y a 4 secondes de latence en France sur les pages web et surtout sur les mobiles. C'est très clair que ça ne fonctionne pas. Vous vous dites que vous perdez la moitié de vos clients toutes les secondes, à peu près. Hein, c'est ça. Hein. Donc aujourd'hui, les humains, etc., pas important. Tout est digital. Donc, il faut se focaliser sur un indicateur qui est celui-là. Bon, bien sûr, c'est une croyance business. Je ne défends pas l'indicateur, là. C'est une croyance qui a un sens dans un monde donné. Et puis ensuite, on va avoir tous les systèmes, ce qu'on appelle de contrôle interactif, où là, ça c'est une chose très importante, où les KPI ne servent pas à mesurer, ne servent pas à évaluer. Il faut bien se dire que des indicateurs de performance, en soi, ça a assez peu d'intérêt. Mais ça permet de discuter. Et quand on discute, eh ben on peut commencer à penser, imaginer. L'imagination vaut mieux que tout le contrôle de gestion pour réussir dans les affaires. Et là, c'est une base de discussion. Donc voilà 4 visions très différentes. Qu'a le contrôle de gestion? Donc on doit ça à un monsieur qui s'appelle Simon.
qui adapté from, c'est pas tout à fait correct parce que la source originale c'est Simon et Kaplan et Norton que vous avez mentionné ont pris la suite et ont systématisé ça en introduisant d'autres idées. Alors, on pourrait développer, je ne vais pas trop le faire parce que manque de temps, mais si on parlait du contrôle de gestion, il faudrait examiner les 6 dimensions qui sont là. Hein. Un bon système de contrôle, vous voyez, KPI, c'est très secondaire, hein, c'est un petit truc. C'est un élément dans l'ensemble, dans cet ensemble. La première question qu'on doit se poser, c'est qui contrôle ? Alors, le sujet est commun, c'est pour ça que j'ai cité Olivier, parce que je pense qu'on va se lancer dans un petit projet de recherche là-dessus, c'est le contrôle par le client. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans les KPI, c'est comment on peut s'en débarrasser et les confier à quelqu'un d'autre. Donc je dis, vive Uber, voilà. Uber, la note, c'est un système de contrôle exercé par le client sur un autre client qui est le vrai client. Et le vrai client de Uber, vous le savez tous, c'est le VTC, c'est pas le passager. D'accord ? Donc la question, comment dresser, organiser, ça doit être 12 000 chauffeurs à Paris, à peu près Uber, sans avoir de GRH, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Deuxième question, sur quoi s'appuie le contrôle? Alors, je vais revenir approfondir dessus, c'est une dimension que j'aime bien. La troisième, c'est naturellement la réaction de celui qui est contrôlé. C'est bien des KPI, mais quand on fait des KPI, le thermomètre, on le met quelque part, et on n'y est pas exactement sensible. Voilà. Donc, on réagit. Et les KPI, elles ne se font pas toutes seules, elles se font avec un sujet qui est mesuré et qui peut réagir et qui peut détourner totalement, je reviendrai là-dessus, ces KPI. Ça aboutira d'ailleurs à une chose, les KPI ont une durée de vie très courte. Quand le contrôle a eu lieu, alors ça c'est assez remarquable, avant ou après, c'est une question toute bête, mais elle transforme complètement nos systèmes. Nous sommes dans un monde qui privilégie, parce que ça coûte pas cher de mesurer, le contrôle ex ante. Alors c'est ce qu'on fait à l'université, je vais vous donner un exemple qui est terrible. Il y a un petit risque de plagiat, notamment dans les thèses de doctorat. À Nanterre, on en produit des thèses à peu près de doctorat, c'est à peu près 200 par an. Chaque université, à peu près, même volume, parisienne. On a décidé, pour éviter les problèmes de plagiat qui sont toujours délicats, gênants, etc., de mettre en place un logiciel qui s'appelle Compilatio. Donc un système de contrôle ex ante et typiquement, ex ante et typiquement visant à fixer les limites du territoire, catégorie que j'ai parlé. Sauf que le problème, c'est quand on fait ça, d'un seul coup, alors qu'on pensait que le plagiat, c'était une délinquance marginale, maintenant on considère que tous les doctorants sont des délinquants potentiels. Donc un des effets des KPI dans notre société, il faut être très clair, c'est de considérer aujourd'hui tout le monde comme des déviants potentiels. Donc bonne ambiance. Troisièmement, quels sont les processus de contrôle qui sont là? Je ne développe pas, mais vous comprenez bien que, ceux qui me connaissent un peu le savent, obsédé par le numérique, la circulation de l'information, on rentre dans des contrôles cybernétiques de plus en plus sophistiqués et quasiment instantanés. Parier de durée, attendre 3 minutes, 20 minutes, etc. Bon, c'est très clair qu'aujourd'hui, s'il y a un élément à peu près commun du côté des consommateurs, c'est que nous sommes entraînés, nous consommateurs, aujourd'hui, à avoir une réponse dans l'immédiat. 3 minutes, c'est beaucoup trop. Et avoir même des réponses avant même qu'on pose les questions. On est éduqué à ça. Et ça, c'est quand même des changements culturels très forts. Et puis, bien sûr, les moyens du contrôle, on va y revenir, ça revient aux deux. Bon, voilà, ça c'est juste pour donner le cadre. Voilà, juste pour donner le cadre général et simplement un point d'arrêt sur les moyens du contrôle. On ne peut pas isoler la question des KPI de la question des moyens de comment on contrôle. Alors, moi j'aime beaucoup la typologie principale, les 3 premiers points. On la doit à quelqu'un qui s'appelle William Uchi, qui est une des grandes signatures du contrôle de gestion, du contrôle stratégique, et qui en gros identifie trois grands types de systèmes. On va avoir des systèmes basés sur la performance. En gros, c'est l'idée du marché, c'est la mise en compétition. On publie des indicateurs, on fait des benchmarks, et les gens vont essayer de faire de mieux en mieux. Voilà. Alors ça marche très bien dans les situations, uniquement dans un type de situation, c'est dans les situations où la performance est mesurable. Ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Mesurer la performance d'un avocat, par exemple, on ne peut pas. Ou d'un universitaire, on essaye, mais fondamentalement, on ne peut pas. J'en reparlerai.
Donc, mais un vendeur, oui, mais un visiteur médical, non. Vous voulez mesurer la performance d'une force de vente médicale qui ne peut pas recueillir de bons de commande. Comment vous allez mesurer la performance? Et puis, quand on fait une mesure à la performance, c'est pas parce qu'on a mesuré la performance qu'on a résolu le problème du contrôle. Il va falloir pouvoir y associer des incitations qui soient acceptables ou des sanctions. Hein. Donc il faut payer. Donc si vous ne pouvez pas associer une rémunération à un indicateur de performance, autrement dit, votre indicateur de performance n'aura aucun effet dans l'organisation. In fine. C'est un peu dur, mais il faut l'avoir en tête. Quand la performance est un peu lointaine, il y a un moyen très simple de contrôler les gens. Contrôler, hein, c'est pas vérifier, hein, contrôler, hein, c'est influencer les gens. C'est comment je mets en place un système qui fasse que les gens fassent ce que je veux et pas ce qu'ils ont envie. Hein. Une organisation, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas un lieu de démocratie. Voilà, clairement. C'est au service du profit et la force d'une organisation, c'est est-ce que l'ensemble de l'organisation suit la stratégie? Les entreprises qui marchent mal, c'est quand l'ensemble de l'organisation, des membres, ne comprennent pas, ne voient pas la stratégie et prennent des initiatives qui vont aller un petit peu dans tous les sens. C'est un peu caricatural, mais c'est ce sens-là. Et puis, bien sûr, la troisième... alors ça, on contrôle les comportements, c'est-à-dire les modes d'action. En gros, c'est le modèle tayloriste hein, que vous avez là. Découpez une séquence de travail en unités élémentaires et vous êtes assuré que la tâche qui doit être faite sera faite. Alors, quelquefois, ça pose des problèmes parce qu'on a les deux systèmes en même temps qui se conjuguent et qui rendent les gens malades. C'est le cas en particulier dans les call centers, où on multiplie des indicateurs à la performance, les tableaux qui sont affichés, mais en même temps où on prescrit complètement le comportement des acteurs par des scripts. Alors ça, généralement, psychologiquement, c'est pas supportable. Donc il faudrait peut-être réviser les modes de trucs. Hein. Si on est à la performance, payons les gens à la performance, je suis un peu radical. Si on est sur le comportement, payons à la compliance, la faculté de suivre. Mais mettre les deux, ça pose un problème. La troisième, il y a des organisations dans lesquelles on ne peut contrôler ni mesurer ni la performance, ni les modes de travail, les cabinets d'avocats, la mafia, l'université, pour différentes raisons, mais non, c'est pas, même pas une blague et une provocation de ma part. Le mot clan est employé par William Mouchy, et c'est un contrôle culturel, et il se fait généralement par les rituels. Pour passer senior, il va falloir passer un certain nombre de choses. L'intégration culturelle est un ciment bien plus puissant que les KPI ou les autres choses. On l'oublie un peu, mais de temps en temps, on le redécouvre, mais c'est intéressant. Moi, j'ai envie de rajouter deux choses. Une chose qui est un contrôle par l'information, avec Olivier d'ailleurs, une vieille idée qu'on a, c'est qu'on peut contrôler les gens en régulant le distributeur, le robinet d'informations qu'on leur distribue. Au fond, les gens agissent plus ou moins intelligemment en fonction d'informations. Si je contrôle les informations, je contrôle leur comportement et je contrôle la performance. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. C'est en gros le modèle Google aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ces très grandes plateformes, ce qu'elles fabriquent, c'est des environnements informationnels qui vont conduire les gens à se comporter de telle ou telle manière. Et le rôle et la grande mode des dashboards aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est ce rêve d'un cockpit qui serait déplacé, déporté, et qui permet de créer l'environnement informationnel des agents. Et puis, j'ai mis en dernier, mais c'est plus pour la beauté du geste, moi ce qui me fascine, c'est les organisations qui se sont débarrassées des KPI et des systèmes de contrôle, et qui, direct, internes, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais qui les font reporter complètement sur leur clientèle. On rentre dans l'autocontrôle, c'est vraiment la société moderne, hein, qui n'est pas une société de surveillance, pour ceux qui ont quelques lectures foucaldiennes, mais une société de contrôle où tout le monde surveille tout le monde. Vivent les réseaux sociaux, de ce point de vue-là, ils ont une puissance normative extraordinaire. Voilà pour les généralités. Alors, le Balance Scorecard a été évoqué. Je ne vais pas rentrer dans son découpage que vous retrouvez ici, qui était montré un peu avant, en grandes catégories. Le Balance Scorecard, c'est deux idées importantes, en fait, derrière ça. Ce n'est pas tellement la cartographie ou les catégories, apprentissage organisationnel, client, etc. La première chose, le premier mérite du Balance Scorecard, c'est dire, dans la discipline du contrôle de gestion, on ne peut pas se contenter
rajouter des éléments financiers. En fait, ce n'est pas les éléments financiers, c'est des éléments comptables, c'est-à-dire des comptes d'exploitation et du bilan. Ce n'est pas suffisant pour regarder, ni même des comptabilités plus analytiques, il en a plein de sortes. Ce n'est pas suffisant, il faut intégrer des éléments beaucoup plus qualitatifs. Et effectivement, le miracle du Balance Scorecard, enfin il n'y a pas de miracle, mais le truc qui est assez génial, c'est que ça a mis en avant toute une série d'indicateurs qui sont les premiers prédicteurs des résultats financiers, et ces indicateurs, ce sont les indicateurs qui sont relatifs à la clientèle. Voilà. Donc, c'était absent, on les remet au centre derrière. Et le deuxième élément qui est important dans le Balance Scorecard, je viens de l'évoquer, c'est la question de la causalité. C'est quoi un bon KPI? Un bon KPI, c'est quelque chose qui permet de prédire la suite. Pas de mesurer, mais de prédire. Pourquoi la satisfaction est importante? Parce qu'elle va prédire la fidélité. S'il n'y a pas de corrélation entre satisfaction et fidélité, ce n'est pas la peine de mesurer la satisfaction. Pourquoi le NPS est à la mode? Alors, il est à la mode d'abord parce que la première manière d'apprendre des entreprises, c'est le mimétisme. Oui, c'est un fait sociologique établi. Mais surtout, le NPS a un sens dans un cas très particulier, qui est celui de société en croissance. Quand une entreprise, stratégiquement, a besoin de croître rapidement, parce que ce qui fait la victoire sur le marché, c'est le cas aujourd'hui, ce n'est pas la qualité des produits ou des services, c'est absolument secondaire, ça. Ce qui est important, c'est d'être le premier. C'est tout l'héritage de l'économie de l'information. Hein. The winner take all. Donc, quand vous lancez une appli, par exemple, dans un monde électronique, peu importe qu'elle soit de bonne qualité, ce qui importe, c'est que vous soyez le premier téléchargé. Et pour obtenir les téléchargements, parce que c'est ça la valeur d'une appli. La valeur d'une appli, c'est pas ce qu'ont fait les concepteurs et les designers et les informaticiens, c'est son succès. En tant que client, on n'utilise une appli que si les autres l'utilisent, quelle que soit sa qualité. Vous avez bien vu le cas de Microsoft. Hein. Microsoft Office est quand même le plus mauvais des produits qui étaient conçus dans cette catégorie et qui continue quand même à dominer le marché, en se faisant payer alors que toutes les autres solutions maintenant sont gratuites. Je ne comprends toujours pas qu'à l'université, on achète des centaines, des milliers de licences Microsoft alors qu'on a un Open Office qui est de meilleure qualité et qui est gratuit. Mais la valeur de Microsoft, c'est est-ce que mon PowerPoint va pouvoir passer de l'un à l'autre? Hier, on a perdu une journée à cause de moi là-dessus, parce que moi, je n'utilise pas PowerPoint. Microsoft, je ne sais pas ce que c'est. Je n'utilise que des produits open. Et puis, pour les présentations, le seul format standard, aujourd'hui, c'est quand même PDF, quoi. C'est complètement idiot d'envoyer des fichiers lourds qui sont fragiles, où les images se perdent. C'est complètement anti-performance, ça. Bon, j'espère qu'il n'y a personne de chez Microsoft. Mais je crois que oui. Bon, simplement ici, mais la force de Microsoft, c'est de réussir par son marketing à maintenir le produit en tête, le plus équipé, et c'est ce qui lui donne de la valeur. Alors là, je me suis un tout petit peu perdu, mais idée de causalité. Le NPS, en quoi il est important? Si mon enjeu stratégique, c'est d'aller plus vite que mes concurrents en termes de conquête de part de marché, de taux de pénétration, etc., ce que j'ai besoin, c'est d'un vecteur qui m'accompagne. Et le vecteur qui m'accompagne, c'est le bouche à oreille. Hein. Vous allez tous au cinéma. Qu'est-ce qui fait le succès d'un film au cinéma? C'est clairement le bouche à oreille. Même numérique avec le nombre d'articles qui sont faits, les notes, etc. Mais c'est cet effet de feedback qu'il faut obtenir. Alors dans ces cas-là, effectivement, la clientèle a un rôle stratégique dans un de ses comportements, qui est le comportement de promotion. Dans les autres cas, aucun intérêt du NPS. Vaut mieux en revenir au fondamental, si vous êtes dans un cas classique, la charcuterie par exemple, où ce qui est bon dans un foie gras, c'est comment il a été préparé et pas par qui il mange. Là, il est évident que ce qui est capital, c'est d'avoir une satisfaction, et même beaucoup plus, d'obtenir un score de delightful, mon anglais n'est pas top, mais d'être complètement, d'avoir un ravissement, hein, la traduction c'est le ravissement, pas de l'Olvestein, mais le ravissement du foie gras, c'est bien meilleur. Donc, l'idée derrière, c'est l'idée de Kaplan et Norton, c'est de fabriquer des chaînes de causalité. Un bon balance scorecard, c'est quelque chose qui identifie des critères qui vont prédire les autres et, in fine, naturellement,
le seul indicateur qui compte, c'est quand même le profit. Hein, d'une manière ou d'une autre, la marge, et revenir à cette décomposition. Alors, si on admet ça, quels sont les critères qui sont importants dans des KPI? Là, on va tomber au niveau mesure, un niveau plus opérationnel. Bon, la liste apparaît là. Bon, d'abord, un KPI doit être valide, donc il doit mesurer ce qui doit être mesuré. Quand on mesure la satisfaction, il faut être sûr qu'on mesure la satisfaction. Hein. Quand on pose une question, êtes-vous satisfait de ce produit? On ne mesure pas de satisfaction, par exemple. On mesure une attitude, on mesure un jugement. Si vous voulez mesurer une satisfaction, il faut revenir dans ce qu'est la satisfaction. Donc, définition de la satisfaction, admise par tous. La satisfaction, c'est le sentiment qui découle de la comparaison entre ce qu'on attendait et ce qu'on obtenait. Donc, un bon KPI de satisfaction, valide, qui mesure bien ce qu'il doit mesurer, c'est quelque chose qui fait un écart entre un niveau d'attente et ensuite un niveau de qualité perçue. Bon, un petit détail, on peut discuter là-dessus, mais c'est l'état d'esprit. Deuxièmement, il doit être fiable. Fiable, il y a des mesures. Alors, du côté académique, en marketing, on est très fort à l'AFM, on a fait beaucoup de trucs comme ça. On est très inspiré par la psychométrie. Quand vous travaillez avec des questionnaires, hein, électroniques ou pas, il y a des indicateurs qui permettent de mesurer la fiabilité d'une mesure. Et la fiabilité d'une mesure, la précision, c'est pas tout à fait la précision, mais est-ce qu'elle est cohérente? Il y a par exemple un truc qui s'appelle le alpha de Cronbach. C'est une statistique qui vient des psychométriciens. Eux, ils sont super forts là-dessus. Qu'on n'emploie jamais au passage dans les instituts d'études, c'est dommage, mais bon, il faudrait poser 3 questions pour le mesurer, alors qu'on a des sous que pour une. Donc, on ne sait pas quelle est la fiabilité des trucs. Dans la fiabilité, naturellement, j'inclus les échantillons qui sont faits. Hein. Un échantillon de 1000 personnes, vous savez très bien que si vous avez 45% de satisfaits, en réalité, tout ce que vous savez, c'est entre 42 et 48. Pour 1000 personnes. Hein. C'est très clair qu'avec cet écart-là, vous n'êtes pas en mesure, le manque de fiabilité va conduire au manque de sensibilité. Des enquêtes de 1000 personnes, avec un écart de plus ou moins 3, vous n'allez pas pouvoir détecter des changements de satisfaction dans le temps, quasiment pas. Ou vous ne saurez pas s'ils sont dus au hasard de la mesure, ou à des phénomènes réels. Et si vous voulez une précision de plus ou moins 1%, il faut passer à 10 000. Et là, on devient sensible. La sensibilité est une chose, donc la chose autre chose. La sensibilité, c'est dans quelle mesure l'instrument réagit à des variations. Alors là, c'est clair que dès qu'on va utiliser des KPI, on va dire techniques, mécaniques, physiques, hein, j'ai parlé d'un temps de latence par exemple, d'une durée moyenne de traitement, là vous avez des mesures qui sont précises et vous pourriez avoir des mesures sensibles. Et sensible, c'est est-ce que la variation d'une mesure a des conséquences sur la variation suivante. Dans la littérature académique, ces dernières années, tout a été occupé par l'étude de la relation entre les indicateurs de satisfaction et le profit. Voilà. On travaille sur cette corrélation-là. Est-ce qu'il y a une corrélation ou pas? Elle n'est pas super forte. Hein. Finalement, mais peut-être à cause des problèmes de mesure, des problèmes de sensibilité, mais sensibilité, si je suis en mesure d'établir qu'une hausse de 0,1 point de mon score de satisfaction s'accompagne d'une hausse de 0,05 point de mon profit, là, j'aurais établi une sensibilité. Objectivité, tout simplement que la mesure elle soit indépendante des actions de ceux qui sont observés. Je vais revenir dessus au travers d'une notion plus forte qui est la performativité, mais beaucoup de mesures et d'indicateurs sont pas du tout... voilà, ça ne marche pas. Mais je reviendrai sur un ou deux exemples là-dessus. Prédictibilité, alors là c'est capital, quoi. Un KPI qui mesure bien ce qui s'est passé, ça ne sert à rien. Un KPI qui mesure bien, c'est quelque chose qui vous permet de projeter ce qui va se faire derrière. On comprend bien, si je décide d'augmenter mon budget de la relation client de 20%, combien ça va me rapporter? Il faut que je sois capable de prédire quel est l'impact de cette variation, l'impact de mon budget sur la variation de qualité et l'impact de cette variation de qualité sur différents indicateurs beaucoup plus sérieux, un nombre de clients, le taux d'acquisition, le panier moyen, etc. C'est quand même là où ça se passe. Bon. Et puis, intelligibilité, ça c'est aussi un problème. Un indicateur que personne ne comprend ne sert à rien. Voilà. Idiot, mais il faut quand même le rappeler. Et intelligibilité, on va ramener, ça peut être plus fin, ça va passer.
Alors, je passe sur la construction, sur l'idée de construction, mais il n'y a pas de KPI naturel. Hein. Tous les KPI sont construits. Et par exemple, quand vous prenez le Net Promoter Score, vous comprenez, hein, premier élément, premier étage, on fait des mesures individuelles qui sont des mesures de satisfaction. En réalité, hein, recommandées, c'est une des façons de manifester qu'on est content, donc avec des petites échelles. Mais après, il y a quand même des opérations un peu douteuses qui sont faites sur le NPS, c'est qu'on agrège. Le NPS, ce n'est pas un score individuel au niveau de l'individu. C'est l'agrégation sur une certaine population, des produits, des services, une région, etc. Et puis ensuite, on s'amuse à faire une soustraction. Je n'ai toujours pas compris pourquoi on enlevait les 8, 9, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 au 8, 9, qu'on laissait le 6 et le 7 au milieu. La seule raison, elle est technique, c'est que ça permet d'avoir un score qui semble avoir une volatilité plus grande, et donc il fait semblant d'être sensible. Est-il sensible? C'est une autre question. Bon, voilà pour les indicateurs. Mais mon idée de chaîne des causalités, elle est là. Je suis en relation client. Bon, c'est complètement hypothétique, ça, hein, mais vous y retrouvez l'ensemble des concepts. On va avoir... La première chose à faire quand on parle de KPI, c'est se construire un modèle d'entreprise ou un modèle de clientèle. C'est-à-dire identifier toutes les notions qui s'articulent et qui produisent un résultat final. Hein. Un chiffre d'affaires, ça dépend quoi? Ça dépend de la capacité d'acquisition, combien de clients nouveaux je récupère par période. Ça va dépendre éventuellement, ce chiffre d'affaires, la CLV, Customer Lifetime Value, donc que vaut le client et qui est un indicateur du chiffre d'affaires futur que va réaliser les clients actuels. Ça a été tout l'intérêt de cette mesure. Et ce sera naturellement l'influence du prix. Alors, on ne voit pas très bien, mais j'ai mis un peu plus en gras certaines flèches un peu au hasard. Ces flèches, ce seraient les liens les plus déterminants et ça permet, dans le mapping, d'identifier ce qu'on doit faire. Alors, dans mon petit cas hypothétique, l'idée, ce serait de dire il y a une variable qui serait très importante, qui est la résolution des conflits, autrement dit, traitement de la réclamation, qui aurait un impact fort sur la confiance. Ça, c'est une chose qu'on sait. Hein. Les clients qui ont été mal servis, mais qu'on a bien compensés, deviennent plus satisfaits et ont plus confiance dans la marque que les autres. Hein. C'est presque pervers. On serait presque poussé à faire des fautes pour pouvoir les réparer. Bon, si ce lien est très fort, résolution de conflit, détermine le niveau de confiance et que la confiance est le facteur premier de la recommandation, ah bah là, on a un truc qui est stratégique, qu'il va falloir suivre de manière attentive. Et là, en parallèle, si on se rend compte que l'effort client, il y a une bonne mode là-dessus autour du customer effort, plus le consommateur fait d'efforts et plus il est content, d'accord ? Parce qu'effectivement, il n'a pas envie de se dédire, hein, c'est un problème de conflit cognitif. Plus l'effort est important, plus l'engagement est élevé. Et un des intérêts de l'engagement, hein, les clients fidèles, ce n'est pas les clients qui reviennent souvent, hein, c'est les clients qui payent plus cher. J'ai jamais compris pourquoi on donnait des promotions aux détenteurs de cartes de fidélité. On paye ceux qui sont déjà fidèles, ce n'est pas eux qui sont la cible, c'est les autres. Mais si, en l'occurrence, ça se traduit par un consentement à payer qui est plus élevé, on va augmenter les marges. Voilà. Alors, je vais accélérer, mais il y avait beaucoup de choses. Ça, je vais passer, c'est un petit peu technique. Les KPI sont très variables. Très variables. Faut être méfiant. KPI, on va construire un indicateur de performance et en même temps, on va construire une norme. Sauf que les normes, elles changent. Ça, c'est un petit cas que j'ai traité. C'est une chaîne de distribution de vêtements à bas prix. J'ai, je ne sais plus, sur la France et l'Allemagne, combien j'en avais, à peu près 500 en France, magasins. Une enquête annuelle de satisfaction et on traite les données, voilà. Au passage, écart entre les notes entre la France et l'Allemagne, il n'y a aucune comparaison possible parce que les différences culturelles expliquent 40% à peu près des notes de satisfaction qui sont données. Donc quelque chose de complètement exogène. Alors là, il faut creuser. Ici, ce que je me suis amusé à faire, tout simplement, c'est au lieu de faire un modèle général, j'ai fait un modèle par magasin, donc j'ai fait 500 modèles de régression. Et on essaie d'expliquer, vous les voyez, hein, des attributs particuliers, le merchandising, l'étendue de l'offre, la présence de personnel dans le magasin, c'était juste ça, ça suffisait, et le caractère commode de la circulation. C'est les 4 traits hein, qui ressortaient. Ces 4 traits contribue à la fabrication d'un indicateur de satisfaction. Et moi, j'ai fait un modèle par magasin. Et naturellement, les poids des attributs ne sont pas les mêmes. Vous avez là à gauche là, les petits histogrammes, c'est la distribution des paramètres du modèle.
La satisfaction va être égale à A fois la commodité, plus B fois l'offre, plus C fois ça. A, B, C, ça c'est les paramètres. Et simplement, ils ne vont pas avoir le même poids selon les mêmes magasins. Un des résultats qu'on obtient, vous l'avez le plus spectaculaire, il est sur le merchandising ici. Entre les grands magasins, plus grandes surfaces et les plus petites surfaces, vous voyez que le rôle du merchandising est croissant. Il est croissant. Il n'est pas le même dans les petits et dans les grands. Alors, des bons KPI doivent tenir compte des contingences, des situations dans lesquelles ils sont. Ça veut dire qu'ici, en moyenne, on dirait que le merchandising, c'est que le troisième attribut, on n'y prêtera pas d'importance, alors qu'en réalité, dans les petits magasins, il est absolument critique. Il est critique au passage pour une raison très très simple, c'est que dans des petites surfaces, il y a peu de produits, donc c'est déjà beaucoup moins attractif, et que la mise en scène des produits va complètement changer les sentiments de satisfaction des individus. Donc on a deux systèmes de management dans cette chaîne qu'on devrait mettre en place. Un pour les grands magasins centrés sur l'offre et la diversité de l'offre, et un autre sur la mise en place dans les magasins qui sont plus petits. Là, on commence à avoir des KPI intelligents parce que justement, on ne leur donne pas de valeur universelle. C'est ça un peu le message. Alors, les nouvelles choses, allez, on va aller un peu délirer. Ça, c'est ma dernière, c'est pour ça que j'ai envie de le faire. C'est une plateforme collaborative, c'est comme Mythique, hein. C'est un réseau social. D'accord ? Mais là, c'est la perceuse de mon voisin. D'accord ? J'ai pris la totalité des transactions qui ont été faites sur la plateforme. Non, totalité des transactions. Et j'ai essayé de reconstituer les réseaux de personnes. Alors, ce qui m'intéresse dans cette base de données, comment on construit des indicateurs, hein, c'est ça le but du jeu, et là, des nouveaux. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai des transactions. Les transactions, elles commencent avec la demande. C'est « Ah, j'ai besoin d'une perceuse. Ah, vous en avez une. Est-ce que vous voulez me la prêter ?»« Ah oui, mais pour combien de temps ?»« Ah non, ça ne le fera pas. » Donc, mes transactions, elles réussissent ou pas. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est prédire quelles sont les probabilités qu'une transaction se réalise. Et je le fais avec quoi ? Puisqu'on est dans un réseau social, en tenant compte de la position des individus dans le réseau social. Et là, j'utilise des modèles qui viennent de l'informatique, des gens qui gèrent le web. Donc, comment on identifie un hub sur la toile, comment on identifie une autorité. Une autorité, c'est une page vers laquelle pointent différents hubs. Dans mon cas, c'est un emprunteur qui emprunterait à beaucoup de gros prêteurs. Et ce que vous avez, c'est toute la structure de la relation. Les flèches, hein, c'est qui donne à qui. Voilà. J'ai fait ça sur la totalité. Mais en calculant le score, vous l'avez, hein, les hubs, ils sont à gauche et les autorités à droite. La taille des cercles, c'est proportionnel à cette caractéristique. Je ne vous dis pas comment c'est calculé, ce score de hub, c'est la matrice de contingence fois sa transposée. On prend le premier vecteur propre de ce qu'on... Voilà. Bon. Alors, hop, on oublie. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte de choses assez intéressantes. Qu'est-ce qui est prédicteur de la réalisation d'une transaction ? Ce n'est pas la caractéristique de l'offreur, ça va être uniquement la caractéristique du demandeur. Et là, dans un univers de réseaux sociaux, on peut faire. Bon, là c'est pour aller... Alors là, je vais encore un peu plus loin. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus sur les indicateurs numériques, ça on en a plein, confiance, tout ça, il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans, quand vous regardez la littérature, on a tout fait, bon, depuis les années 2000, on n'invente pas grand-chose. Là où on va inventer beaucoup, c'est, il y a des données. La première source d'information dans la relation client, vive TripAdvisor, ce sont les avis et commentaires des clients. Hein, je rappelle la présentation que j'ai déjà faite ici à la marque. Booking.com, c'est 650 millions, 700, 800 millions de réservations annuelles et systématiquement, les gens sont interrogés. Mais ils ne sont plus interrogés avec des notes, 1, 2, 3, 4, 5 ou des étoiles. On leur demande de déposer des photos, mettez des textes, cliquez sur des tags. Donc le contenu qualitatif va devenir une source et un impératif dans la qualification de la relation client. Alors là, c'est juste l'illustration. On s'est amusé, c'est une de mes doctorantes qui est en train de travailler à fond dessus. On a récupéré tout un stock, on a comment on dit, pas spammé, scrappé Airbnb, récupéré plein de contenus sur les discours de Airbnb, c'est un peu particulier. C'est pas les commentaires, mais je pourrais le faire de la même manière.
Et on essaie de voir comment Airbnb essaie de se légitimer. Hein. Ils ont des petits problèmes à droite, à gauche. Et on veut interroger ce texte. Donc il y a plusieurs centaines de textes qui sont traités. Là, c'est un modèle qu'on appelle Word2Vec. Ça, c'est vraiment le dernier cri. Hein. C'est produit de chez Google. C'est comment on vectorise un corpus. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire des traitements, notamment de l'analyse du sentiment. Et là, j'ai un joli modèle d'analyse du sentiment. C'est le décompte des pages de Airbnb avec le caractère affectif des pages. Est-ce qu'on a des contenus plutôt négatifs ou positifs? Ça, c'est le minimum. C'est le classique de l'analyse du sentiment, mais est-ce que ça inspire la confiance? Est-ce qu'il y a des éléments de surprise? Est-ce qu'il y a l'anticipation? Est-ce qu'il y a la colère, etc. Aujourd'hui, on fait des choses franchement très fortes. On peut identifier le contenu émotif et affectif d'un contenu, et c'est une base qui peut être intéressante pour faire des choses. Alors, le temps accélère, j'étais dans les outils. La partie critique, très rapidement. S'il y a un monde dans lequel on est vraiment sous indicateur de performance, c'est le nôtre, à l'université. Ça, c'est Google Scholar. Google Scholar répertorie toutes les productions de tous les universitaires, et pas que les universitaires du monde. Donc, dès qu'on a une publication, c'est identifié. Google lit les bibliographies, regarde qui cite qui, et calcule des scores, et on est tous scorés. Vive le futur, vous serez tous scorés comme en Chine. Hein, on parle du système chinois, là, hein, où tout le monde a un score social. L'université dans le monde est un monde où tout le monde a sa note, son H-index. Ça, c'est ma page. Bon, je fais un peu vite. Bon, je ne suis pas très bien scoré, juste dans la moyenne. Ça me suffit. Mais effectivement, c'est ce qui organise la compétition aujourd'hui. C'est ce qui structure un monde universitaire. Alors ça inquiète beaucoup de gens. Et ça inquiète beaucoup de gens parce qu'effectivement, plus on utilise d'indicateurs de performance, et surtout plus on les diffuse, plus on les propage, plus on les affiche, et plus on entraîne de réactions de ceux qui en sont l'objet. Et là, vos indicateurs, ils sont plus informatifs, ils deviennent performatifs. Alors c'est des choses qu'on observe, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais qu'on va observer assez systématiquement. Je vais donner 3 exemples. Prenez par exemple le rôle des indicateurs de tendance dans Twitter. C'est tout sauf des indicateurs de performance, hein, les KPI, les trends. Pourquoi? Parce que le simple fait, c'est l'effet top 50, de mettre en avant l'indicateur et de dire que tel hashtag, petit déjeuner des KPI, c'est ça, est en tête sur Twitter, en réalité, va provoquer une action, ça va susciter l'intérêt de ceux qui y sont par hasard, qui vont cliquer, qui vont renforcer le score, etc., etc. Et là, aujourd'hui, on est dans un monde, effectivement, où c'est généralisé. Des exemples concrets, c'est que ça détruit totalement les KPI qu'on peut avoir. Le bel exemple pour moi, c'est quand même celui de Facebook, avec les likes. Qu'est-ce qui fait la richesse de Facebook? Sa capacité à valoriser les likes, en fait, hein. Ni plus ni moins. C'est l'instrument de contrôle. Sauf que les likes, ça ne fonctionne plus du tout. Parce qu'on s'est rendu compte que les utilisateurs eux-mêmes n'utilisent jamais le like pour dire ils aiment. On utilise un like pour dire à la personne « Ah, j'ai aimé ton post ». J'utilise un like pour dire « Ah, j'ai vu ton post, il est complètement con, mais quand même, je me sens obligé de dire qu'il est bien ». Et la réaction de Facebook, elle a été très simple, c'est d'ajouter une petite barre en ajoutant des sentiments. Regardez Uber, c'est pareil. Les notes n'ont aucune sensibilité, elles ne permettent pas de mesurer la performance, les notes de Uber. Tout le monde a 4,7. Tous les chauffeurs. Et en plus, sur des échantillons qui sont extrêmement petits, donc il y a très peu de fiabilité. Parce qu'un chauffeur n'a pas 1000 courses. Il y en a peu. Enfin, 1000, ouais, peut-être. Mais bon, ça fait un paquet, hein, 1000 courses. Hein. Bon, c'est au moins 1 an d'activité. Et donc, ça ne fonctionne pas dans leur mesure. Donc, ils s'amusent tout simplement à rajouter des compliments pour compléter. Alors, la critique systématique, je vais la dire en 2 mots pour arriver directement à la conclusion. Je vous encourage à lire ou à regarder la vidéo de Roland Gori, qui est un psychanalyste et psychiatre à Marseille, qui s'intéressant à la société de la performance, de la mesure systématique, le monde de l'hôpital, qui est comme l'université, lui en arrive à une thèse extrêmement forte. Je ne vais pas forcément y adhérer, mais c'est important d'avoir ce type de discours. Et la thèse, c'est que les systèmes de KPI généralisés produisent de la conformité, et au-delà de la conformité, vont produire effectivement de l'imposture. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, par exemple, à l'université. Depuis qu'on est scoré et mesuré, l'objectif n'est plus de produire de la connaissance, mais de produire du papier pour améliorer son H-index. On observe un désintérêt général des chercheurs pour l'objet même de leur recherche.
Le seul objectif, c'est un objectif de carrière. Et on a des gens qui apprennent à faire de la science sans faire de science. Et on voit se multiplier et exploser les cas de plagiat, les cas de données bidonnées, les cas de tricherie en tout genre. Ça, c'est la thèse forte de Laurent Gory. C'est-à-dire qu'on met en place un système de contrôle qui est un petit peu trop puissant, les gens réagissent, et on produit, en quelque sorte, le système social va produire sa propre criminalité. La criminalité, la déviance du consommateur, c'est pas un truc étranger, c'est un truc qui est produit par le propre système. Alors ça veut dire simplement prudence dans les KPI, mais je vais revenir là-dessus. Alors, le grand risque, naturellement, c'est d'arriver à une fétichisation complète des KPI, et c'est peut-être le problème, et c'est peut-être là où il faut faire une alerte sur la généralisation de ces KPI isolés de leur cadre intellectuel que j'ai présenté au début. Hein. C'est ça le problème, c'est pas les KPI en eux-mêmes, c'est voilà, le culte du cargo chez les gens de Bornéo, quoi. Hein. Vous vous souvenez du culte du cargo? Quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les avions ont débarqué avec des équipements, les militaires, dans des populations qui n'avaient aucun contact avec les avions, qui ont été complètement effarés de voir que des avions dégorgés de marchandises en tout genre, et puis ils se sont amusés à fabriquer des fétiches, donc à fabriquer des avions, cargo, en paille, en toile, et à les vénérer comme des idoles, en espérant obtenir la richesse qu'ils avaient observée. Et là, c'est à peu près ce qui peut se passer dans certains cas, dans un usage immodéré des KPI. Alors, pour finir et pour conclure, je vais donner des recommandations. Je ne le fais pas souvent, mais là, ça me semble adéquat. Bon, premièrement, un minimum de KPI. Les KPI, ça fonctionne, mais il ne faut pas qu'il y en ait 36. 1, 2, maxi. Voilà. Donc, il faut se concentrer, il faut vraiment réfléchir sur quelle est la KPI critique dans le business dans lequel on est. Bon, deuxièmement, il faut en changer régulièrement. La durée de vie des KPI, pour les contrôleurs de gestion, c'est 6 mois maximum, 6 mois à 2 ans. Voilà. Au bout de 6 mois à 2 ans, les gens ont appris à utiliser vos KPI et détournent complètement l'objectif stratégique. Le grand exemple, on l'a en France avec la LOLF. Hein. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, maintenant, on essaie de mettre, à côté de la colonne moyen, de mettre la colonne résultat. Hein. C'est une approche KPI. Et par exemple, dans le domaine de la justice et de la police, ça conduit à quoi? Politique dite du chiffre, pas du chiffre, mais induite par les KPI. Chaque département, chaque commissariat, pour montrer qu'il fonctionne bien, qu'il utilise bien les ressources, va essayer d'augmenter son score de performance en faisant un maximum d'interpellations. Résultat, on a totalement engorgé les tribunaux de correctionnels. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est énorme. Hein. C'est-à-dire les affaires de cannabis, c'est 1/3 des affaires, et les affaires de la route, ivresse, excès de vitesse, c'est 1/2 des affaires. Bon, on comprend pourquoi aujourd'hui on veut mettre une amende pour le cannabis pour simplement désengorger les tribunaux. Et là, on a un bon exemple, bon, il est discutable, il est discuté, hein, mais de détournement par un usage trop systématique. Alors c'est intéressant ce truc du changer régulièrement, parce qu'il va à contre-pied de la démarche du statisticien. Moi, je suis quantitatif, mais plutôt statisticien, je ne suis pas comptable. Donc je rêve depuis des années d'avoir des données longitudinales sur la satisfaction, sur la fidélité, sur l'engagement, qui n'existent pas, sauf en un endroit, à l'ACSI, hein, American Customer Social Index, si je me souviens bien, donc fondé par Fornell et qui depuis 15 ans, dans la plupart des pays du monde et curieusement pas en France, fait une mesure de satisfaction absolument fondée académiquement. Ceci dit, quand on regarde de près leurs indicateurs au niveau de secteur, on se rend compte que c'est totalement flat et qu'il y a très très peu de variations dans la satisfaction, mais ça c'est un autre sujet. La troisième chose, ne pas communiquer sur les KPI. Sinon vous les tuez. Vous les décrédibilisez. Il ne faut surtout pas communiquer. Pour la raison précédente. Si le KPI est un instrument de pilotage, donc de connaissance, pour pouvoir déduire quelles sont les bonnes actions, ce n'est pas la peine de les donner à tout le monde. Je suis à contresens, je suis absolument contre la transparence. Petite blague sur la transparence, on parle de transparence quand il n'y a pas de confiance. Vous méditerez dessus. Donc, pas trop communiquer sur les KPI, ou de manière très choisie, sinon, vous allez avoir ces effets de performativité. Quatrième point, il faut intégrer les KPI dans un cadre théorique. Il n'y a pas de KPI tout seul, il n'y a pas de bonne KPI.
Bonne KPI, c'est qu'on a un bon schéma de son business. C'est ça que j'appelle la théorie. Hein. C'est pas la théorie. C'est qu'est-ce qui cause quoi, hein. Qu'est-ce qui cause quoi. Si vous n'avez pas ce cadre-là, c'est pas la peine de penser à des KPI. Troisièmement, les évaluer dans des modèles causaux. Il faut vérifier les choses. C'est bien gentil de dire que la satisfaction doit conduire au profit, encore faut-il le vérifier. Si on fait un petit point de toutes les études académiques qui sont faites là-dessus, on va se rendre compte que les corrélations sont faibles. Je vais vous donner un exemple qui est peut-être cher à certains, et en tout cas l'Académie du service, cette fameuse symétrie des attentions, d'accord ? Bon, c'est vérifié empiriquement avant même que l'Académie du service, d'ailleurs, n'existe et ne mette un copyright sur cette expression. D'accord ? Je vous fournis tous les textes que vous voulez, des centaines de textes. On a même fait des méta-analyses dessus, c'est-à-dire on a pris des dizaines d'études et on a calculé la corrélation moyenne entre la satisfaction des employés et la satisfaction des clients. Alors, en moyenne, c'est vrai, il n'y a aucun problème. La corrélation est de 0,26. Mais quand on fait un peu de stats, 0,26, je vais arrondir à 0,3, hein, ça veut dire que quelle est la part de variance de la satisfaction client qui est expliquée par la satisfaction employée. Si on se dit que cette corrélation est de 0,3, c'est moins de 10%. C'est-à-dire qu'en fait, le lien est extrêmement ténu. Il y contribue, certainement, mais pas. 3 secondes pour les derniers. La simulation, c'est bien. Les KPI, ça devrait être utilisé dans des simulations sur le futur. C'est mon expression. Ce n'est pas la peine de regarder dans le rétroviseur, c'est déjà trop tard. Il faut regarder plus loin et comment une évolution va conduire à d'autres évolutions. Ça, on ne le fait pas beaucoup, on ne sait pas très bien simuler en gestion. Les ingénieurs le font beaucoup plus, mais je pense que les ingénieurs vont nous remplacer de plus en plus. Bon, c'est une autre histoire. 4e point, il faut avoir un travail critique, systématique sur les KPI. Il faut sans arrêt les remettre en cause, les douter. Sinon, on a un risque de réification qui peut s'assurer. Et puis le dernier point, il est quand même très important, c'est un peu plus large que l'intelligibilité, mais ça y est lié. Il faut qu'il y ait consensus sur l'utilisation d'un KPI. Si dans l'organisation, vous commencez à avoir des gens qui voient un KPI comme un moyen de contrôler leur activité, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des problèmes par la suite. Il faut garder, en gros, un seul mot, le caractère informatif des KPI. Voilà. Je suis désolé d'avoir débordé.